Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le cessez-le-feu au Liban a débuté ce matin à 3h du matin pour 60 jours. Ce sera le premier répit dans la région depuis un an. Que va-t-il se passer dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent de manière extrêmement concrète ? D'abord, je voudrais dire que cet accord, c'est le fruit d'un travail d'arrache-pied qui a été mené depuis de longs mois et que c'est un succès pour la diplomatie française et que nous pouvons en être fiers. Parce que cet accord, il vient mettre fin à une véritable tragédie qui a coûté la vie à près de 4000 personnes, qui a poussé près d'1 million de personnes à quitter leur foyer, à plonger dans une précarité absolue et une tragédie qui menaçait l'existence même du Liban. Mais avec cet accord, l'armée libanaise, qui compte environ 60 000 soldats, elle est censée revenir donc dans le sud du Liban. Est-ce que la France va apporter une aide supplémentaire à cette armée qu'on dit exsangue ? Il paraît que les soldats libanais, ils n'ont plus de viande dans leur ration depuis des mois et des mois. Cet accord, il prévoit effectivement que les hostilités cessent dans le sud du Liban, dans tout le Liban en réalité. C'est ce qui se passe depuis 3h du matin cette nuit, que l'armée israélienne se retire du sud du Liban pendant ces 60 jours et qu'elle y soit remplacée par un déploiement massif des forces armées libanaises. Et dans ce contexte, la France va prendre toute sa part. Ça veut dire quoi, prendre toute sa part ? Concrètement, quel rôle va jouer la France ? Elle va veiller à l'application de ce cessez-le-feu et à la création des conditions permettant la paix durable dans la région. Comment ? Eh bien, avec les casques bleus du contingent français de la FINUL, 700 soldats français qui sont présents et qui vont jouer un rôle important. Est-ce que vous allez en renforçant les forces armées libanaises. L'armée libanaise qui doit se déployer massivement, mais qui pour cela a besoin d'être soutenue. C'est ce que nous avons fait il y a un mois, quasiment jour pour jour, en réunissant à Paris toute la communauté internationale pour lever 200 millions d'euros au profit des forces armées libanaises, 800 millions au profit de l'aide humanitaire. Vous parliez à l'instant de la FINUL, effectivement 700 soldats français, mais est-ce qu'il faut la renforcer en envoyant davantage de soldats français ? Il faut renforcer sa posture, c'est-à-dire sa capacité d'intervention. Pas en présence humaine, il n'y aura pas un soldat de plus, il n'y aura pas 701, 702, 720 soldats... Les casques bleus français de la FINUL œuvrent avec beaucoup de courage d'ailleurs, et je le salue, aux côtés des autres contingents. Il y a aujourd'hui environ 10 000 soldats casques bleus déployés dans le sud du Liban. Ce qui est essentiel, c'est moins le nombre que leur capacité à surveiller le respect par les parties du cessez-le-feu, leur capacité à observer les mouvements dans la région et leur capacité à soutenir justement l'armée libanaise dans son rôle décisif de stabilisation et de sécurisation du sud du pays. Benyamin Netanyahou a promis de riposter si le Hezbollah ne respectait pas les conditions de cet accord. Ça veut dire que la situation reste très fragile. Et d'ailleurs, on voit que cet accord provoque beaucoup de scepticisme en Israël. Avec cet accord, le travail commence, c'est clair. Il faut créer les conditions pour que la sécurité soit assurée pour le nord d'Israël et pour le sud du Liban. Et cela suppose, comme je le disais, un déploiement massif des forces armées libanaises qui permettent de justifier pleinement le retrait définitif d'Israël au Liban et la souveraineté du Liban. C'est-à-dire que tous les partenaires du Liban, ça veut dire aussi que les autorités libanaises doivent se mettre au travail pour créer ces conditions, pour faire que cela soit possible. Mais la question centrale aussi de cet accord, c'est comment désarmer le Hezbollah. Est-ce que vous avez aujourd'hui la réponse à cette question ? Eh bien, la première étape, c'était évidemment ce cessez-le-feu. La deuxième, c'est évidemment que avec les casques bleus de la FINUL, avec les forces armées libanaises, la sécurité du sud du pays soit assurée. Et puis la troisième, c'est évidemment le redressement de l'État libanais. Et il appartient désormais aux autorités politiques libanaises de procéder à l'élection du président de la République qui pourra nommer un gouvernement et faire en sorte que les forces armées libanaises notamment puissent disposer de toute la légitimité nécessaire pour exercer le monopole de la force dans le pays. On entendait effectivement Emmanuel Macron appeler à une élection sans délai d'un président au Liban, mais est-ce que c'est pas un vœu pieux quand on sait que la France s'est emparée du dossier libanais après l'explosion du port de Beyrouth il y a 4 ans, mais n'a obtenu aucun résultat concret ? Et nous travaillons depuis plus d'1 an, depuis que les hostilités ont commencé, depuis que le Hezbollah a entraîné au lendemain du 7 octobre le Liban dans cette guerre qu'il n'avait pas choisie. Nous aboutissons aujourd'hui à un accord de cessez-le-feu et nous allons prendre toute notre part
dans la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu et dans la restauration des conditions de la paix. Je l'ai dit, ce sont les conditions de sécurité, mais ce sont aussi les conditions politiques. Et nous allons continuer à inciter les autorités libanaises à avancer sur le chemin du redressement. Vous dites que la France a joué un rôle clé, mais de fait, l'impulsion, l'initiative, elle est américaine. Et on sait que les Israéliens ne voulaient pas traiter avec les Français. On sait que la relation entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron est notoirement mauvaise. Est-ce que ce n'est pas un problème ? C'est vrai que les États-Unis ont une relation privilégiée avec Israël. Mais avec le Liban, c'est la France qui dispose de liens très anciens, de liens très étroits. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité, dès le début des hostilités, il y a plus d'1 an maintenant, que nous travaillions d'arrache-pied à trouver les conditions permettant ce cessez-le-feu qui est intervenu la nuit dernière. Et c'est pourquoi il n'aurait pas été possible d'envisager un cessez-le-feu au Liban sans que la France ne soit impliquée en première ligne. Benyamin Netanyahou est désormais visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Si le Premier ministre israélien venait à poser le pied sur le sol français, concrètement, et sans langue de bois, est-ce qu'il serait arrêté ? D'abord, je veux le rappeler, la France est très attachée à la justice internationale et elle est très attachée à ce que la Cour pénale internationale puisse travailler en toute indépendance. Donc vous respecteriez le droit international, ça veut dire qu'il serait arrêté s'il posait le pied en France ? La France appliquera, comme toujours, le droit international qui repose sur ses obligations vis-à-vis à coopérer avec la Cour pénale internationale, obligation vis-à-vis de son adhésion au statut de Rome qui prévoit et qui traite des questions d'immunité sur certains dirigeants. En tout état de cause, c'est en dernier ressort à l'autorité judiciaire qu'il appartiendra de se prononcer. Le Hamas se dit prêt à une trêve. Est-ce que ça veut dire que ce cessez-le-feu, il peut ou il doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu similaire dans la bande de Gaza ? Je le souhaite, parce que comme au Liban, si je puis dire... Mais vous sentez que c'est possible ? La violence et la force dans la région ont fait de trop nombreuses victimes, ont plongé la région dans une tragédie humaine qui doit aujourd'hui cesser. La force doit laisser la place au dialogue et à la négociation. C'est désormais chose faite au Liban. Ça doit être le cas au plus vite dans la bande de Gaza. Un mot très rapide sur le Soudan. Vous envolez cet après-midi pour ce pays. Il y a là-bas une terrible crise humanitaire. Vous allez concrètement y faire quoi ? On sait qu'il y a 6 mois, il y a une conférence en France sur cette question-là. Est-ce qu'il y a eu des avancées ? Je vais au Soudan et à la frontière avec le Tchad aujourd'hui parce que la France n'oublie aucune crise et que c'est effectivement au Soudan que se déroule aujourd'hui la crise humanitaire la plus grave de notre époque. Avec 11 millions de personnes déplacées, fuyant la violence des combats, avec 26 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire, nous devons nous mobiliser, la France et la communauté internationale. C'est pourquoi, au mois d'avril, nous avons réuni la communauté internationale à Paris. Nous avons levé 2 milliards d'euros d'aide humanitaire pour le Soudan. Et j'irai donc sur place demain pour m'assurer que ces engagements sont pris. Et puis aussi pour appeler les autorités sur place à préserver l'accès des convois humanitaires pour que cette aide puisse parvenir aux populations concernées. Jean-Noël Barrot, on voit que vous embrassez votre fonction à bras-le-corps, si je puis dire. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un ministre en sursis ? Je crois que vous faites allusion à la question posée aujourd'hui de la motion de censure. Et je veux dire que dans une époque où la guerre est à nos portes, où la planète est en ébullition, où la Chine et les États-Unis veulent nous prendre de vitesse et où notre démocratie est aujourd'hui soumise au coup de butoir de tous ses ennemis, eh bien celles et ceux qui prendront la décision de renverser le gouvernement de Michel Barnier, de priver la France d'un budget, seront responsables de la chienlit, seront responsables du désordre dans une époque où nous avons besoin de grandeur d'âme plutôt que de petitesse politicienne. Mais est-ce que vous dramatisez pas la situation ? On entendait Michel Barnier être sur ce même registre hier. La France, c'est pas la Grèce. Les fonctionnaires vont être payés. S'il n'y a pas budget, les retraités vont être payés. D'ailleurs, Yaël Braun-Pivet, elle dit exactement ça. Elle dit pas de panique, rassurez-vous. Je ne crois pas que je dramatise la situation et j'invite celles et ceux qui le souhaitent à m'accompagner lors de l'un de mes déplacements à l'étranger, ce qui permettra de prendre la mesure du risque que fait courir cette motion de censure sur l'image, sur le poids
qu'aura la France dans les années à venir si le choix est fait par certains de la précipiter dans le chaos. Emmanuel Macron a laissé entendre, alors même s'il a démenti, en tout cas l'Élysée a démenti ses propos, qu'il se prépare non seulement à la censure de Michel Barnier, mais qu'il a déjà aussi en tête le jour d'après. Est-ce qu'Emmanuel Macron a lâché Michel Barnier ? Je ne crois pas que c'est ce que le président de la République a dit. Je crois qu'en se tournant vers Michel Barnier, le président de la République a fait un choix en responsabilité qui a été saisi non seulement par Michel Barnier, mais par les forces politiques qui ont décidé de le soutenir et de participer à son gouvernement. Un choix politique courageux qu'il faut saluer parce que ça n'est jamais facile d'entrer dans un gouvernement aux côtés de représentants de forces politiques qu'on a parfois combattues, mais c'est le choix que nous avons fait, c'est le choix que ma formation politique, que le MoDem a fait, tant la situation est grave et tant il fallait faire preuve de responsabilité. Le temps des grandes confrontations politiques reviendra, ce sera en 2027, mais d'ici là, le temps est à l'action. Un dernier mot sur l'écrivain Boualem Sansal. Je rappelle que c'est un écrivain qui est franco-algérien. Il a été placé sous mandat de dépôt par le parquet antiterroriste algérien. Il risque une peine de réclusion à perpétuité. Que fait la France ? D'abord, je suis choqué par cette inculpation. Et comme de très nombreuses Françaises, de très nombreux Français qui connaissent et qui apprécient l'homme et son œuvre, je suis très ému parce que c'est un homme et une œuvre qui sont celles d'un écrivain engagé, d'un écrivain courageux qui fait honneur à ces deux pays, la France et l'Algérie. Rien dans les activités de Boualem Sansal ne permet d'accréditer les accusations qui lui valent aujourd'hui d'être emprisonné. Et la détention, quel levier vous pouvez avoir ? La détention d'un écrivain français sans fondement est tout simplement inacceptable. Alors, dans l'immédiat, les services de l'État sont pleinement mobilisés, à Alger comme à Paris, pour suivre la situation de Boualem Sansal et lui permettre d'accéder à la protection consulaire qui est prévue par le droit. Mais est-ce que vous faites pression sur le gouvernement algérien pour dire qu'il faut le sortir de prison ? Je vous ai répondu, dans l'immédiat, nous nous attachons à la situation de Boualem Sansal, à sa protection. Pour le reste, je viendrai vous en reparler. Mais vous avez des échanges, j'imagine, plus ou moins secrets, ou en tout cas, il y a des liens qui sont quand même en ce moment activés. Ça n'est pas le lieu d'en parler, mais sachez que jusqu'au plus haut de l'État, la situation de Boualem Sansal est suivie avec beaucoup d'attention, tant cette inculpation a provoqué une vive émotion. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot. Bonne journée, bon courage pour la suite de vos déplacements.